Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. D'entrée de jeu, je vais le dire, avant de l'oublier, on va parler d'éléments juridiques et d'éléments comme ça, mais ça ne constitue pas des conseils juridiques. Si vous avez des vraies questions de ce côté-là, consultez un avocat. Ça n'a pas la valeur d'avoir une vraie opinion qui aurait été faite consulter auprès d'un avocat. Maintenant, ça étant dit, on va parler de, malheureusement, C26 et C27 qui sont morts feuilletons. Encore une fois, en tout cas du moins pour C27. C26 n'existait pas dans le dernier Parlement. Là, on l'a perdu par la prorogation du gouvernement. Qui était juste, donc ça vient de partir dans le drain. Pour contexte, que tu peux faire une explication au niveau de C26 et C27, en quoi ça apportait, qu'est-ce que ça faisait et quoi ça apportait pour nos choses. Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de discuter sur ce podcast. C26, C27, c'est deux projets de loi fédéraux au Parlement fédéral qui ont été proposés par le gouvernement fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau. Au cours de la dernière législature qui a été prorogée le 6 janvier 2025, la prorogation, ça met fin à la session de la législature et les travaux courants meurent au feuilleton et donc sont abandonnés. Le projet de loi C26, pour commencer, est un projet de loi qui avait une visée assez spécifique qui concernait la cybersécurité et qui visait à créer une nouvelle loi, qui était la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, qui vient réglementer 4 secteurs d'activité sous juridiction fédérale, donc les joueurs du secteur privé dans le domaine de la finance, des télécommunications, du transport, de l'énergie, principalement, auraient été assujettis à certaines obligations, notamment celle de développer des programmes de cybersécurité à l'interne et également de se conformer à des directives de cybersécurité qui auraient été gouvernementales. Il y avait également des obligations de signalement obligatoire des incidents de cybersécurité qui auraient une qualification différente d'un incident de confidentialité, comme on le voit dans les lois de protection des renseignements personnels. Là, c'est vraiment un incident qui aurait eu des impacts sur les cybersystèmes essentiels et qui aurait pu entraver le fonctionnement de ces systèmes-là. Donc, c'était, si on veut, un nouveau régime pour développer la cyber-résilience du Canada dans les secteurs, dans les industries qui pilotent des systèmes critiques pour notre économie. Et puis, il y avait également une modification à la loi sur les télécommunications qui permettait au gouvernement d'imposer des mesures aux télécommunicateurs pour interdire ou pour prendre des mesures pour empêcher de retenir les produits et services de certains fournisseurs qui pourraient être qualifiés à haut risque. On peut penser au débat qui a eu lieu il y a quelques années là, en lien avec les composantes des systèmes 5G, dont plusieurs étaient fournis par des entreprises chinoises, là, dont Huawei. Je pense que c'est un petit peu vers ça que cette modification-là allait. Ça, c'est pour C26. C26 qui était un projet de loi qui a été proposé par le ministre de la Sécurité publique et qui avait quand même bien avancé au Parlement, c'est-à-dire qu'en date de la fin 2024, les 3 étapes, donc les 3 lectures et l'étude par le comité parlementaire à la Chambre des communes avaient été complétées et également les lectures au Sénat. Et donc, tout ce qui manquait à C26 pour devenir une loi, c'était la sanction royale, donc la dernière étape. Et cette dernière étape-là n'a pas eu lieu et donc, si près de la ligne d'arrivée, C26 tombe au combat. C'est un peu triste d'ailleurs que ça tombe si proche de ça d'arriver. Puis en plus que même si ce projet de loi-là avait certains détracteurs pour certaines raisons justifiées ou pas, ça nous mettait quand même à niveau avec nos partenaires occidentaux sur la protection de nos infrastructures critiques. Notamment en France, on parle d'infrastructures vitales avec les OIV, qui est un équivalent de ce qui était là. Les États-Unis ont des cadres similaires, pas nommés de la même façon, mais quand même ont des encadrements comme ça qui justement viennent protéger les infrastructures névralgiques du pays dans lequel, dans un univers où les cyberattaques sont présentes davantage que par le passé, il est important qu'on ait une force pour protéger justement ces infrastructures-là. Tout à fait. Puis, on voit également que comme ça codifiait des bonnes pratiques existantes
qui sont essentielles de nos jours en raison de la multiplicité des cyberattaques. L'Ontario s'est inspiré de C26, le gouvernement de l'Ontario, dans le projet de loi 194 en Ontario, qui crée une obligation pratiquement similaire là, d'avoir des programmes de cybersécurité pour les organismes du secteur public en Ontario. Donc, du moins, C26 aura eu cet effet-là. C27, même si c'est juste un numéro de différence, c'est un autre ministre, c'est un autre domaine. Donc, ça a été proposé par le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Ça fait suite à C11, qui lui, pour celles qui ont écouté le podcast de longue date, qui sont des fidèles abonnés, ont peut-être entendu les épisodes sur C11. Donc, C11 qui avait été déposé en 2020, je crois, et qui est mort au feuilleton lors du déclenchement des élections de 2021. Donc, quand les libéraux sont revenus au pouvoir, ils ont déposé C27, qui était essentiellement de reprendre C11. Donc, les C11, c'était la réforme de la loi fédérale de protection des renseignements personnels, qu'on appelle souvent son acronyme anglais PIPEDA, donc qui s'applique à travers le Canada aux entreprises du secteur privé, sauf dans les provinces qui ont adopté leur propre loi, là, dont le Québec. Donc au Québec, dans le secteur privé, on a notre propre loi, communément appelée la loi 25. Et puis, donc, cette loi-là fédérale est assez vieille, elle date du début des années 2000, elle n'est pas très bien rédigée, elle n'est pas adaptée au contexte numérique et tout ça. Donc, il y avait une proposition de réforme en profondeur, remplacement complet de la loi par une nouvelle loi qui aurait été la loi sur la vie privée des consommateurs et la création d'un tribunal administratif pour imposer des pénalités aux entreprises contrevenantes. Donc, ça, c'était les deux premières parties de C27. Et C27 a innové avec une troisième partie qui est probablement celle qui a fait le plus débat, en fait, qui est celle qui a fait le plus jaser, qui est la partie 3, qui comprenait la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Législation donc spécifique sur l'intelligence artificielle. Le Canada a été un des précurseurs là, avec une telle législation. Depuis, l'Europe a adopté le règlement sur l'intelligence artificielle et est devenue la première juridiction à avoir une réglementation spécifique sur l'IA. Mais avec C27, c'était proposé. C'est une réglementation quand même assez flexible, avec beaucoup de déférence vers des règlements qui auraient été adoptés éventuellement. Tout ça parce que ça reposait sur une analyse de risque. Donc, les systèmes d'IA à haut risque auraient été réglementés, alors que les systèmes d'IA qui n'étaient pas à haut risque auraient eu moins d'obligations. Donc, ça a fait l'objet de quand même beaucoup de critiques. Donc, C27, c'était ça. Et ça la progression parlementaire était beaucoup plus lente. Donc, sur C27, en plusieurs années, on n'a même pas passé l'étape du comité parlementaire. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont participé à des mémoires ou qui ont regardé des études sur des journées d'audience sur C27, bien, vous avez probablement été très déçus parce qu'on parlait de tout sauf de la protection des données et du projet de loi. En fait, c'était vraiment absurde à regarder parce que tu avais les parlementaires de part et d'autre qui prenaient n'importe quel sujet pour ne pas parler du sujet. Je pense qu'il y a eu des dizaines là, de rencontres de comités, même des rencontres de comités qui invitaient des experts pour venir parler et donner leur avis sur le projet de loi. Et les experts ne pouvaient même pas parler et donner leur avis parce que tout le temps de la séance était pris à faire ce qu'on appelle du filibuster là, en langage parlementaire, là, donc parler de tout et de rien pour que le temps passe. Donc, c'était dommage, mais on le sentait venir, la perte de momentum sur C27. Et donc, rendu à la fin de 2024, on n'était pas surpris qu'on n'ait pas une nouvelle législation. Par contre, ce qui a peut-être mal été joué sur C27, c'est que comme il y avait un gros élément de nouveauté avec la partie 3, donc la loi sur l'intelligence artificielle, qui aurait pu faire l'objet d'un projet de loi et d'une étude complètement séparés. Il y avait eu des demandes de scinder C27 il y a au début, là, donc il y a quelques années déjà, pour scinder la partie 1 et 2 avec la partie 3 pour pouvoir se concentrer sur la première étape, donc la réforme de la loi de protection des données. Et ça n'a jamais été accepté, là, entre autres par le gouvernement. Et donc, en voulant faire passer tout le poisson, bien, on est venu à faire passer rien pantoute. Et je pense que c'est dommage parce que sur la partie 1, sur le tribunal, il y avait quand même des oppositions assez fortes, là, mais sur la partie 1, donc remplacer la loi fédérale par une nouvelle loi, il y avait quand même un consensus et beaucoup d'appui. Donc, à ce niveau-là, pour moi, un avocat qui pratique en protection des données personnelles et qui conseille des organisations à la grandeur du Canada, je peux dire qu'on est déçu
de pas avoir une législation modernisée là, parce qu'on vit avec une loi qui est vieille, qui est rédigée sous forme d'annexe. C'est vraiment pas très clair pour les entreprises. Oui, tout à fait. D'ailleurs, puis comme tu le mentionnes bien, le fait que c'était un projet de loi beaucoup trop gros pour la capacité réelle de le traiter, il aurait dû justement purger, en tout cas, comme tu scinder le volet intelligence artificielle, parce que c'est un peu trop compliqué de le faire, parce que le débat, et on le voit même dans l'espace public à l'heure actuelle, l'incompréhension de l'intelligence artificielle vient euh, euh, vicier le débat sur des choses qui ont pas qui ont peu de lieu. L'autre partie, ben, je suis très déçu qu'on ait utilisé le filibuster ou dans le fond de faire de l'obstruction pour réussir à faire avancer un projet de loi qui, même s'il est imparfait, parce que puis même à ce titre-là, on pourrait dire que la loi 25 est imparfait aussi à bien des égards, parce que maintenant qu'on a plusieurs années de pratique, de ce côté-là, on constate les limites ou les problèmes qui sont associés. Vaut mieux une loi imparfaite mais moderne que rien, rien du tout dans lequel on vit à l'heure actuelle, du moins au point de vue fédéral. Au Québec, on est chanceux, mais pour le restant du Canada, on n'est pas tout à fait à parité. Donc, on pourrait s'entendre ce qu'on voit beaucoup en Europe, notamment parce que c'est comme l'élément, l'étalon de base sur lequel on qualifie maintenant la protection des renseignements personnels. Tout à fait. Puis je pense qu'il y avait une volonté assez forte de moderniser la loi fédérale, entre autres pour garder une décision d'adéquation avec l'Union européenne. Donc, pour que les transferts de données entre le Canada et l'Europe puissent se maintenir là, au niveau de la conformité du règlement général sur la protection des données en Europe, la RGPD. À voir qu'est-ce qui va arriver en 2025, considérant que là, ben, je pense que quand il y a eu une révision de la décision du Canada, ça a été considéré qu'il y avait une réforme et un projet de loi solide pour réformer la loi fédérale. Là, ça vient de tomber. Donc, on revient à la case départ, mais on a perdu beaucoup de temps parce que depuis C11, donc depuis 2020, on a perdu 5 ans. À avoir un projet sur la table, mais qui n'a jamais avancé, tandis que ben, l'utilisation des données, les préjudices qui peuvent s'en suivre, eux, ça continue. Donc, comment est-ce que l'Europe va voir ça? Que le Canada n'a pas encore été en mesure de réformer une loi assez vieillotte qui date de 25 ans. À voir. On verra, oui. Puis d'ailleurs, puis juste faire une parenthèse sur C27, parce que j'ai eu à l'étudier, je m'en suis inspiré à bien des égards, parce que certains volets de C27 qui sont manquants dans loi 25, ou en tout cas, du moins, qu'on pourrait voir dans de la doctrine qui aurait dû apparaître à côté de loi 25. Je me suis inspiré à certains égards de C27, notamment pour tout le volet jeunesse qui est dans C27, qui est un peu plus fort que dans loi 25, qui nous permet justement de mesurer, et même si on ne l'a pas ici, mais au moins on s'inspire, on voit que le fédéral a regardé de ce côté-là. Je m'en suis énormément servi dans plusieurs contextes, justement, pour être capable de dire, OK, volet jeunesse, c'est particulier, on ne l'a pas bien traité ici, mais par ailleurs, le fédéral le regarde, donc de regarder comme ça. Donc, cette espèce d'élément-là que je trouve très, très dommage, parce qu'on avait à mon sens, une belle réflexion de ce côté-là. Puis bon, tout le volet AI, j'étais content quand le C27 est apparu, qu'on allait peut-être être le premier, comme tu mentionnes, le premier pays à légiférer. Puis finalement, on aurait été la chance d'être en avant, et finalement, ben, on va se ramasser plus loin la chose. Puis d'ailleurs, je taquinais mes amis européens face à ça, puis finalement, ben, je me suis fait entarter, l'entarteur entarté dans ce contexte-ci. Oui, puis sur l'IA, qui était le dossier qui a fait le plus jaser là, en lien avec C27, on va voir, mais parce que c'est une question de positionnement, je pense que justement l'administration Trudeau, avec le ministre Champagne, voulait être un des leaders en matière de réglementation de l'IA, donc de réglementer quand même rapidement avec des normes flexibles pour pouvoir permettre le développement et l'innovation. Je pense que c'était ça l'angle qui était sélectionné. On voit que ça s'enlignait dans un contexte géopolitique avec l'Europe qui s'enlignait sur une réglementation peut-être encore plus forte, les États-Unis qui allaient avec une réglementation sectorielle, avec le Executive Order de la Maison-Blanche sous Biden. Là, les cartes ont bougé. Hein? On voit Trump qui arrive, on voit la grande influence qu'ont les géants de la technologie sur l'administration Trump. On va avoir probablement une nouvelle couleur politique au gouvernement au Canada. Donc, comment est-ce que l'IA, quelle va être la place de la réglementation de l'IA, ou comment est-ce qu'on va aborder l'enjeu de l'IA dans le futur? Je pense que ça va être complètement différent. Là.
Oui, puis en regardant vers l'avenir, parce qu'en regardant comme ça le passé, là, il va y avoir les élections, on va avoir un nouveau gouvernement, ils vont reprendre. Est-ce qu'ils ont la capacité de reprendre les projets de loi dans la forme dans laquelle ils sont actuellement, ou étant donné qu'on va potentiellement changer de gouvernement ou changer de parti politique qui va prendre le pouvoir, est-ce que cette possibilité-là demeure ou on repart sur un dossier vierge? Il y aurait une possibilité de de reprendre, si on veut, le texte d'un projet de loi qui fait consensus, puis de le ramener, même si on est un autre parti politique, si on se rapporte à une époque qui semble révolue en politique, mais où est-ce que les antagonismes étaient moins marqués et la joute partisane peut-être aussi moins marquée, puis qu'on cherchait peut-être plus à dégager des consensus, on peut penser que c'est des choses qui peuvent avoir eu lieu sur des projets de loi qui faisaient consensus. Par contre, là, ici, dans la mesure où on a un gouvernement fédéral qui serait conservateur, donc qui ne serait pas libéral, ça, je pense que ce serait très surprenant qu'on vous revoie, en tout cas pour C27, fort probablement pas. Même pour C26, je serais surpris pour deux raisons. Premièrement, je ne sais pas si c'est une priorité pour la future administration. Est-ce que c'est dans leur échelle de priorité? J'en ai aucune idée. C'est pas nécessairement l'enjeu de l'heure qui fait les manchettes, la cybersécurité, quoique. Là, on voit des cyberattaques qui font les manchettes presque à chaque semaine. Mais est-ce que c'est une priorité au niveau de politique publique et réglementation? Je ne sais pas. Puis deuxièmement, même si c'en est une, je suis assez sûr que dans les premières années, premiers gestes qui vont être posés, le nouveau gouvernement va surtout vouloir se distancier, se démarquer par rapport à l'administration précédente, donc d'être presque en tout point opposé à ce que l'administration précédente faisait. Donc, s'il y a quelque chose, que ce soit en vie privée, en cyber ou en IA, ça risque d'être assez différent de ce qu'on a vu. Ouais, ce serait dommage, surtout dans le cas de C26 qui était si loin, puis le premier volet de C27 était quand même, il y avait un certain degré de consensus, ce serait dommage de voir passer, mais bon, bref, ça fait partie du système politique dans lequel on est. Toi, de ton point de vue de praticien dans le domaine, comment tu anticipes ce qui s'en vient? Là, tu dis, on est peut-être antagoniste, mais je ne peux pas être si antagoniste que ça parce qu'on est quand même dans un écosystème mondial qui a un certain degré de pression. Tu mentionnais l'Europe va probablement mettre de la pression sur nous parce qu'on va perdre certaines facilités commerciales du moment que l'Europe dit que non, il n'y a plus d'équivalence, puisqu'à l'heure actuelle, on vit encore sur le fait d'une potentielle équivalence. S'il n'y a plus d'équivalence, là, on change de régime, on change de facilité européenne. Si on met ça en adéquation avec le fait qu'on a un partenaire américain qui, au moment où on enregistre, au moment de diffuser, on va savoir un peu plus. Mais au moment où on enregistre, on ne sait pas encore comment va vraiment agir par rapport à tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Donc, va amener une certaine préoccupation aussi du côté du Sud. Donc, on va être pris en sandwich PRP vers l'Europe, commercial vers les États-Unis. Donc, ça va être un peu comme ça. Comment tu sens que les choses vont se diriger, autant pour C26 que C27? Ben, c'est ça. Ne sachant pas quelles vont être les priorités de du prochain gouvernement fédéral, c'est dur à identifier, mais c'est clair que je pense qu'ils vont réagir à certaines pressions. Donc, s'il y a des pressions de la part de l'Europe pour la modernisation du cadre réglementaire en protection de la vie privée à cause des questions de transfert, et ça pourrait clairement être une pression qui fait en sorte qu'on revoit un projet de loi qui vient réformer PIPEDA, donc au niveau de la protection de la vie privée. Ensuite, pour ce qui est plus de la cybersécurité, bon, on a toute la question de l'ingérence étrangère, la question du cyberespionnage, ce genre de choses-là. Je pense que les conservateurs sont assez méfiants par rapport à ça. Puis c'est un enjeu qui peut être quand même assez... qui peut être polarisant sur lequel on peut faire de la politique. Là, et donc, peut-être, si on veut montrer qu'on prend le dossier au sérieux, d'arriver avec un projet de loi qui renforce les capacités de la cyber-résilience, ça peut avoir du sens, je crois. Mais sinon, c'est sûr que c'est dur à évaluer. Chose certaine, au niveau de comment est-ce que je vois les clients, les entreprises, les organismes publics manœuvrer, quand même une chance qu'on ait eu la loi 25 au Québec. Non seulement pour comment est-ce que le Québec se positionne, puis comment est-ce que les entreprises font affaire ici, modernisent, puis se dotent de programmes de conformité, mais également parce que ça a quand même mis un standard canadien. Le Québec demeure quand même une province canadienne, mais donc ça a mis un certain standard, puis les entreprises qui veulent avoir offrir la meilleure protection des renseignements personnels de leurs clients
vont et qui font affaire au Québec vont généralement appliquer cette norme-là à la grandeur du Canada pour justement, avant, c'était un peu prévenir qu'est-ce qui arrive avec C-27. C'est un peu l'argument qu'on avait dans notre marche. Vous faites affaire à travers le Canada et au Québec, appliquez la loi 25 correctement, puis vous allez être correct pour le reste du Canada parce que C-27 s'en vient. Bon, on vient de perdre cet argument-là, mais je pense que l'argument a quand même fait son chemin dans les esprits des leaders, des décideurs, des gestionnaires. Ça l'a mis à l'ordre du jour la protection des données puis la cybersécurité comme étant des préoccupations importantes, des priorités. Et donc, ça fait en sorte qu'on a un peu notre petit RGPD qui fait un peu figure de phare dans la nuit. Mais c'est clair que pour les entreprises, qui sont peut-être moins implantées nationalement, moins implantées au Québec, qui font affaire, par exemple, soit juste en Ontario, dans les maritimes, dans les provinces qui n'ont pas de loi du secteur privé, ça reste quand même un encadrement qui est très, très peu onéreux et exigeant si on regarde juste la loi fédérale et qui assure pas un niveau de protection très, très solide. Et donc, on peut continuer avec des pratiques qui sont pas les meilleures pratiques, puis qui sont pas les pratiques qui permettent de prévenir des préjudices ou des atteintes de sécurité, tout en respectant la loi si on fait juste se rabattre sur la loi fédérale. Puis même chose pour les entreprises fédérales qui, elles, peuvent... Bon, il y a des enjeux constitutionnels qui sont pas encore tranchés, là, mais les entreprises fédérales peuvent techniquement échapper là, à la loi 25 et donc dire, moi, je me rabats sur PIPEDA, puis je respecte PIPEDA. Je pense pas que c'est ce qui est nécessairement la bonne approche à suivre quand on est une entreprise qui a, par exemple, une banque ou une entreprise de télécommunications qui a plein de clients à travers le Canada, notamment au Québec. Mais peut-être pour les domaines un petit peu plus niches, là, ça peut faire en sorte que le niveau de protection est réduit. Là. Ouais, c'est bien ça a cet effet positif parce que effectivement, la loi 25 a fait beaucoup parler, ça l'a permis de remettre dans l'avant-plan, même si C-27 n'a pas réussi à échouer, quand même ce degré de préoccupation-là des gens, et donc on a un point de référence, et comme disait, un phare dans la nuit qui nous permet justement de faire valoir ce genre de choses-là. Et pour terminer, quel serait ton souhait de ce que ça devrait être ou comment il devrait aborder ces questions-là pour la prochaine législature? Je pense que de réformer PIPEDA, là, donc la partie 1 de C-27, là, donc d'avoir une réforme de la loi fédérale en protection des renseignements personnels, ne serait-ce que pour qu'elle soit rédigée comme une vraie loi et non comme une espèce de loi avec une annexe rédigée qui fait référence à un code de pratique, donc quelque chose de vraiment très technocrate là, dans le style, ne serait-ce que de mettre ça sous la forme d'une vraie loi, même peu importe le contenu, je dirais, c'est quelque chose qui devrait être à l'avant-plan, certainement. Puis après ça, je pense qu'il y a différents niveaux de priorité, mais ça, pour moi, je crois qu'on devrait... c'est pas un luxe là, pour le Canada au niveau fédéral d'avoir une législation qui a de l'allure, puis en matière de protection des données, je pense qu'on est rendu là. Excellent, je te remercie énormément de ce topo-là. Puis on va aller pleurer sur la tombe de C-26 et C-27, aller porter des fleurs, puis espérer le meilleur pour l'avenir. Tout à fait, tout à fait. On prépare la notice nécrologique. Merci. Merci, bye bye.